Bonsoir à tous. Comme nous avons vu les 3 derniers travaux d'Hercule au début de l'année, nous sommes maintenant presque vers la fin de ce cycle, à l'avant-dernier travail, qui n'est que le 8e pourtant, en rapport avec les énergies du Scorpion. Et c'est très intéressant parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais les 3 grands enseignants dont l'humanité garde la mémoire, donc les 3 grands derniers enseignants, et qu'ont été le Christ, puis avant lui le Bouddha, et avant lui Hercule, car Hercule n'est pas simplement un héros de la mythologie, c'est véritablement un des grands enseignants comme l'a été le Bouddha et le Christ, eh bien sont tous en rapport avec des symboles astrologiques. Le Christ est en rapport avec le signe des poissons, tout simplement parce qu'il a fait un enseignement en rapport avec l'amour et avec la loi de sacrifice, et donc c'est totalement en rapport avec l'énergie poisson. Le Bouddha est en rapport avec l'énergie taureau, donc il est symbolisé par le taureau, parce que son enseignement a porté sur la transmutation du désir, et c'est justement donc le symbole de l'énergie taureau. Quant à Hercule, qui a fait tout un travail d'enseignement sur la démarche du disciple, comment évoluer, comment transcender sans arrêt d'un état à un autre, il est symbolisé par le signe du Scorpion. Là, maintenant, dans ce 8e travail, en rapport avec les énergies du Scorpion, on va toucher au cœur même de la symbolique des travaux d'Hercule. Alors, beaucoup s'interrogent sur la multiplicité des versions des travaux d'Hercule. Et souvent, on me pose la question, c'est bien ce que tu racontes, mais ça n'a pas grand-chose à voir souvent avec les versions officielles, disons, les versions traditionnelles qu'on trouve dans tous les bouquins de mythologie. Même la numérotation n'est pas la même. Alors, qui a raison? Quelle est la bonne version? Rappelons qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise version. Les travaux d'Hercule, les travaux d'Héraclès, si on remonte justement en Grèce, sont un enseignement extraordinairement ancien. Quand les Grecs l'ont transcrite, c'était déjà un enseignement extrêmement ancien. C'est vous dire que ça ne date pas d'hier. Et par conséquent, ce sont des enseignements et en tant que tels, ces symboles sont à adapter constamment en fonction des gens à qui ça s'adresse, en fonction du niveau de conscience. Et chaque fois qu'on change de niveau de conscience, il est intéressant d'arriver à percevoir les choses différemment. C'est pour ça qu'on peut leur faire dire beaucoup de choses, comme on fait dire beaucoup de choses à n'importe quel symbole. Prenez un triangle, prenez un carré, combinez-les, et vous verrez que vous pouvez arriver à sortir des choses fabuleuses, aussi bien au niveau de votre psychologie personnelle qu'au niveau de l'âme, qu'au niveau de l'esprit, si on ne peut le faire. C'est vraiment le côté universel des symboles qui est très intéressant. Donc, ces travaux d'Hercule, on les a interprétés, ils ont été modifiés. Les différents écrivains, donc d'Héraclès et d'Hercule après, ne sont pas du tout d'accord sur les mêmes choses. Il y a une foultitude de versions différentes. Et tant mieux, ça traduit justement qu'à un moment donné, ceux qui ont voulu retranscrire ça avaient envie peut-être de mettre l'accent sur tel ou tel aspect, selon justement les personnes auxquelles elles s'adressaient. Donc c'est ce que nous allons voir, nous aussi. Aujourd'hui, pour bien vous montrer comment ça marche, on va s'offrir 2 versions différentes du 8e travail d'Hercule. L'officielle, la mythologique, et puis celle qui est plus ésotérique. On va même s'offrir le luxe de rajouter quelque chose. Pourquoi pas, hein, la version là, de 2016. Cet élément, il ne figure pas vraiment tant que tel dans les travaux d'Hercule, mais que maintenant, on est capable d'entendre maintenant quelque chose d'autre, et donc ça va être intéressant de rajouter ça. Je vous le signalerai. Prenons donc la première version, celle que vous allez trouver dans tous les livres de mythologie. On demande à Hercule d'aller chasser l'hydre caché dans un marais, au bord de la mer, dans la région d'Argos, dans laquelle une hydre gigantesque, enfin 2 mètres, 2 mètres 50, a fait son repère. Cette hydre, qui a 9 têtes vénéneuses, c'est une désolation dans la région. Personne n'ose s'aventurer dans le coin. Et on dit à Hercule, ce serait peut-être bien que tu débarrasses cette région de cette hydre. Mais fais attention, tu vas avoir besoin de moyens extraordinaires. Tu ne pourras pas utiliser les moyens habituels. Tout simplement parce que cette hydre, si tu coupes ses têtes, au bout des tentacules, elles vont repousser en double. Pour chaque tête coupée, il y en a 2 qui repoussent. Et en plus, tu verras qu'à un moment donné, apparaîtra une tête immortelle. Tu te rends bien compte que tu ne vas pas pouvoir utiliser la force comme tu le fais d'habitude. Il va falloir trouver certainement un stratagème. À toi de jouer. Bon, Hercule se rend dans le marais de Lerne. C'est une puanteur extraordinaire, paraît-il. Même Hercule a du mal à y rentrer. Et finalement, c'est d'autant plus difficile que c'est tellement glauque, il y a une espèce de couche de brume épaisse. 2 mètres, 2 mètres 50 la brume. Mais
Jamais le soleil ne pénètre là-dedans. C'est vous dire un peu l'état de ce qu'il y a derrière, tellement c'est dense. Ah, au-dessus, le soleil peut briller, mais là, il y a une couche de brouillard comme ça, qui appesantit. Alors Hercule avance là-dedans, c'est pas du tout évident. Comment trouver l'hydre? En plus, il n'a pas rassuré, parce que l'hydre peut très bien lui sauter par derrière sans qu'il s'en aperçoive, vu qu'on n'y voit pas à 2 pas. Et puis à un moment donné, donc il ne trouve pas l'hydre, ça dure un bon bout de temps, et il arrive dans une grotte, il attend, et là, il lui semble peut-être percevoir des mouvements, mais c'est pas sûr. Alors, il va enflammer des flèches, et pour ne pas s'aventurer là-dedans, et il va tirer les flèches donc dans la grotte, et au bout d'un certain temps, il va s'apercevoir que, ah oui, 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 finalement, les flèches enflammées mettent en lumière la présence de l'hydre. Elle est là, elle est tapie là. Et certainement qu'elle s'est doutée qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire, que quelqu'un ose s'aventurer comme ça. Et donc, elle ne sortait pas du tout pour attaquer Hercule. Alors Hercule va redoubler. Il va continuer finalement de tirer des flèches comme ça de feu, à tel point qu'à un moment donné, c'est évident que l'hydre sort et attaque brutalement Hercule. Hercule, surpris par cette attaque brutale, sur le moment, il oublie complètement ce qu'on lui a dit. Et donc il a son épée à la main, et la première tête qui se présente, il coupe. Et c'est comme dans du beurre. Une hydre, c'est vraiment quelque chose, on en reparlera tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose de tout mou, il n'y a pas d'os. Et donc c'est vraiment un peu comme dans du beurre, ça coupe facile. Il dit, après tout, et de 2, et de 3, et de 4, et de 5, 6, 7, et 9 têtes, et youpi. Et voilà. C'est là qu'il se rappelle que chaque tête coupée repousse en double. Ça se complique. Alors, il se dit, mais ça marche peut-être qu'un coup. Non, il recoupe un coup pour voir. Non. Chaque tête coupée repousse en double. Et là, il se dit, bon, j'en viendrai pas à bout comme ça, je ne sais pas comment je vais faire. Il faut réfléchir. Ils rompt le combat, il quitte le marais, il revient un petit peu sur la terre ferme. Il dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Sinon, je ne viendrai jamais à bout de cette hydre. Et alors, il a avec lui son neveu, Iolaos. On en parlera tout à l'heure. Et son neveu a une excellente idée. Il dit, écoute, puisqu'on a fait un feu pour allumer tes flèches, il y a quelques brandons là maintenant, quelques braises qui sont bien, on va utiliser ça. Dès que tu coupes une tête, moi avec mon brandon, je trappe le cou coupé, je cautérise la plaie, et il y a des chances que ça ne repousse pas. Et Hercule dit, oui, je me méfie maintenant avec tous ces monstres, on ne sait pas trop. Il dit, écoute, en tout cas, on essaye, on verra bien ce que ça donne. Iolaos avec ses brandons, Hercule avec son épée, il retourne à l'assaut de l'hydre, et effectivement il recommence à couper des têtes, et là, hop, Iolaos il prend un coup, puis il met son coup de feu, et puis Hercule, ça marche, ça ne repousse pas. Ah bah super, et donc finalement Hercule d'un coup côté qui coupe, Iolaos qui cautérise, et donc à deux, et ben rapidement ils ont fini par couper donc toutes les têtes, et surtout ça ne repousse pas. Et à un moment donné, donc l'hydre, faute de tête, tombe. Elle est morte. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît la tête immortelle. Que faire de cette tête immortelle? Même traitement. Hercule la coupe, Iolaos aussitôt cautérise, et voilà. Seulement, la tête immortelle, on en fait quoi? Parce qu'elle, évidemment, elle a beau être séparée du corps, elle continue de vivre. Alors, ils vont décider de la porter sur la terre ferme, et de la mettre en terre, et de mettre un gros rocher dessus, et voilà. Et on dit que pendant très très longtemps, on a entendu cette tête immortelle encore siffler sous son rocher, pas contente du tout, mais elle continue à vivre, mais il ne savait pas trop quoi en faire. Mais pendant toute cette histoire, il y a Héra qui veillait. Ah, Héra, il y a longtemps qu'on n'a pas entendu parler. Héra qui a tellement causé de soucis à Hercule pendant de nombreux travaux, qui cherche toujours à lui vouloir un petit peu des ennuis. Héra, voyant que les deux compères se débrouillaient bien, avait demandé à un crabe géant, venu directement de la mer, embêter Hercule. Et c'est vrai que ce crabe, pendant le combat, à un moment donné, il s'était glissé là, et avec ses grosses pinces, il avait saisi Hercule donc au mollet, et il menaçait de faire tomber Hercule, et par conséquent, d'être à la merci de l'hydre. Mais Hercule, d'un coup de massue qu'il avait à la main, plouf, il avait crabouillé le crabe, plouf, et ça s'était terminé. Pas plus de danger que ça. Et voilà, la première version, comment il s'est débarrassé de cette hydre. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça et comment on peut interpréter ce travail? À travers cette conférence Ascenseur pour le futur, on est invité à des transmutations. On est invité sans cesse à changer de niveau de conscience. C'est pour ça que j'ai commencé par vous dire en entrant, il y a plein de versions différentes des travaux d'Hercule et chacune
est en rapport avec un certain niveau de conscience. Là, le niveau de conscience dont il s'agit, Hercule nous invite à devenir véritablement humain, être totalement dans le règne humain. Alors ça peut paraître surprenant parce qu'on dit oui, mais en principe, à mon avis, on l'est humain. Ah non, 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 non. On ne l'est pas complètement. D'ailleurs, on a quitté Hercule la fois dernière. Il venait justement de faire un pas supplémentaire vers ce règne humain, en quittant un peu plus le règne animal. Vous vous souvenez, le sanglier? Juste avant, il s'était confronté au centaure et il s'était conduit comme un centaure. C'est-à-dire que c'est la partie animale d'Hercule qui l'avait amené à boire et puis finalement à tuer. Et puis à la fin du travail, il avait inversé, il avait attrapé le sanglier, il avait pris la bête par les pattes arrière, il dit maintenant c'est moi qui dirige. On voyait donc comment l'humain commençait véritablement à diriger la partie animale. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes nés du règne animal et on émerge progressivement dans le règne humain. Mais on est très très loin d'avoir atteint le sommet du règne humain. Le premier travail spirituel qui est proposé à l'être humain, le premier ascenseur, le premier transfert qui nous est proposé, c'est de dire, et si vous commenciez par devenir véritablement humain avant d'avoir des prétentions dites spirituelles? C'est très surprenant parce qu'autrefois, on ne le présentait jamais comme ça. Autrefois, les gens étaient assez animaux, assez instinctifs. Si on va chercher dans l'état de conscience d'il y a plusieurs centaines d'années ou plusieurs milliers d'années, on retrouve effectivement des gens qui étaient livrés à eux-mêmes dans quelque chose qui était assez grossier comme réaction. Et c'est à ces gens-là qu'on proposait une démarche spirituelle. Autrement dit, c'est comme si on leur proposait de passer presque directement du stade animal, troisième règne de la nature, au cinquième. Donc le cinquième règne qui est le règne de l'âme, sans véritablement passer fondamentalement par le quatrième règne, le règne humain. On leur disait, voilà les commandements, voilà les recommandations, vous ne faites pas ceci, vous ne vous comportez pas comme ça cet acte c'est pas bien, on a inventé le péché pour ça c'est péché, ça c'est mal, ça c'est interdit. Par contre, faites ceci, faites cela, ça c'est le bien, ça c'est interdit. Mais sans qu'ils comprennent quoi que ce soit. Il fallait obéir. On leur disait c'est comme ça. Et si jamais ils péchaient, eh bien ils faisaient pénitence. Ils se repentaient. Ils disaient bon voilà, j'ai pas pu m'en empêcher, mais je le ferai plus, je le promis. Et bon, ça marchait jamais. Ils le refaisaient. Mais pourquoi? Mais tout simplement parce que la psychologie n'existait pas à l'époque. Personne, absolument personne, n'expliquait véritablement pourquoi on péchait, pourquoi on se conduisait de telle manière, comment fonctionnait notre corps émotionnel, comment fonctionnaient nos instincts, comment aller de l'avant, quelles étaient finalement nos capacités, quels étaient nos potentiels à développer pour arriver non pas à s'inhiber dans le péché, fais pas ça, mais à transformer notre psychologie pour devenir des êtres qui finalement arrêtent de s'inhiber ou arrêtent de s'interdire quoi que ce soit, mais véritablement ont un comportement juste. Donc, mais c'était pas qu'on manquait d'informations, c'est qu'à l'époque, ça ne s'enseignait pas parce que l'humanité n'en était pas là. Mais ça a considérablement changé. Et voilà pourquoi maintenant, dans notre époque actuelle, on s'aperçoit que l'enseignement spirituel fondamental, c'est avant tout l'art de devenir un véritable être humain. C'est quoi l'humain? C'est se démarquer complètement du règne animal. Par exemple, un animal, il a une sexualité animale, bestiale. Bon, c'est sûr que chez l'être humain, ça n'existe plus jamais. Tous les êtres humains ont une sexualité tout à fait remarquable, uniquement dans l'amour, tout va bien, quoi. Donc là, on est démarqué, c'est un mauvais exemple. Les animaux, par exemple, ont une territorialité très précise. Un animal ne supporte pas qu'un autre animal rentre dans son territoire. Évidemment, les humains, non. Les humains, ils ont dépassé ça. Les territoires appartiennent à tout le monde, on peut accueillir tout le monde, il n'y a pas de problème. Les animaux, finalement, n'ont pas grand-chose à faire dans leur quotidien que de survivre, de manger, de boire, de se reproduire, de s'amuser de temps en temps pour les animaux les plus évolués. Et ils n'ont pas d'autres pensées, finalement, par rapport à la vie. Aucun humain ne se comporte comme ça. Un humain a d'autres projets, d'autres idéaux, etc. Je vous montre simplement ces petits exemples pour vous montrer combien on a encore des parties animales, et même quelquefois des parties qui sont bien pires que l'animal, parce que l'animal ne développe aucune cruauté, jamais. L'animal ne développe pas donc des perversions, comme l'être humain est capable de développer. Donc il y a des moments où on sent bien qu'en nous, entre l'animal et l'humain, on est passé par des stades qui quelquefois même nous amènent à des choses qui sont vraiment pires que ce que peut être le monde animal. Et donc qu'on ne mérite pas encore véritablement le titre d'humain. Comment est-ce qu'on pourrait définir un humain ?
c'est quelqu'un qui serait arrivé au maximum de développement de ce règne. Hein, comme on pourrait dire que, par exemple, vous pouvez faire des différences au niveau des végétaux, au niveau des animaux, au niveau des minéraux. Il y a toujours donc des sommets, des gens qui ont des êtres qui ont particulièrement développé dans tous les règnes les qualités du règne. Un humain digne de ce nom, ce serait quelqu'un qui aurait développé son indépendance, son autonomie, qui se connaîtrait lui-même, qui aurait développé aussi une pensée autonome, et donc pas une pensée influencée par les autres ou par des réactions. Tellement conscient de lui-même qu'il serait aussi conscient des autres et qui reconnaîtrait les autres et qui serait parfaitement respectueux. Ce serait donc aussi une personne qui réussirait à aller au-delà des animaux qui, eux, ne savent pas reconnaître les autres règnes. Les animaux ne reconnaissent pas finalement que les végétaux, c'est un règne spécifique, ou les minéraux, ou que même quelquefois d'autres animaux. Et que la spécificité de l'être humain, s'il est au-dessus comme règne, c'est d'arriver à reconnaître l'existence de tous les règnes en dessous et au-dessus. Le règne de l'âme, mais aussi le règne des planètes, le règne des étoiles, etc. Donc c'est vraiment l'humain est capable de reconnaître l'existence de chaque règne. Un véritable humain, ce serait cela. Donc quelqu'un qui se comporte d'une manière tout à fait respectueuse et ouverte par rapport à la nature, par rapport à l'ensemble. Bref, un être de cœur. Donc vous voyez, on est très très loin de l'image qu'on se fait d'habitude de l'humain. L'humain, quelquefois, on pense que c'est simplement celui qui a une personnalité égoïste, égocentrée, qui se comporte comme ça donc d'une manière très très personnelle, et puis qui n'en a rien à faire des autres. Pas du tout. Ça, c'est l'humain en cours de développement. Oui, nous passons tous par ce stade d'individualisation, mais on n'est pas du tout à ce moment-là complètement digne d'être appelé un humain. On garde encore beaucoup de choses du passé. Et donc, quand on s'élève véritablement au niveau de l'être humain, oui, alors là, on a toutes ces qualités que je viens de dire. On est véritablement un être ouvert, un être respectueux, un être qui communique, un être qui a une certaine sérénité, qui a une certaine paix en lui, qui n'est pas agressif, qui ne fait pas la guerre, qui accueille, qui comprend les autres, qui vit avec la nature, etc., etc. Finalement, dans notre société de maintenant, le premier objectif intéressant et fondamental, c'est celui-là. Est-ce que vous imaginez si d'un seul coup, tous les humains atteignaient ce stade? Fabuleux! La Terre s'en trouverait du jour au lendemain transformée. D'où cette idée, mais qu'est-ce qu'on va essayer d'aller chercher encore beaucoup plus loin du point de vue de l'âme, vu qu'on n'a même pas le minimum requis en tant qu'humain? Eh ouais, dans les époques anciennes, on faisait l'impasse sur ce règne humain parce qu'on ne pouvait pas encore bien le développer. Mais maintenant que la psychologie s'est développée, la psychologie nous explique de plus en plus ce que c'est que l'être humain, nous donne aussi les moyens de comprendre cela. À l'heure actuelle, c'est peut-être la plus grande tendance spirituelle. Mais ce qui est très amusant, c'est que souvent, on en parle comme une tendance spirituelle ou comme une tendance philosophique, on n'en parle pas du tout comme simplement apprendre à devenir véritablement être humain. En ce moment, il y a tellement de choses qui nous sont proposées, on y reviendra tout à l'heure, pour apprendre à vivre mieux, pour être dans l'harmonie, dans la communication non violente, dans la communication avec la nature, dans la communication avec la société. Comment on apprend à essayer d'être plus serein, de se prendre soi-même en charge, de se reconnaître, de reconnaître les autres, de reconnaître le monde. Comment on apprend des techniques qui permettent d'aller mieux, ou bien des philosophies qui viennent quelquefois même de très loin, par exemple les 4 accords Toltec, ou bien le Ho'oponopono, etc. Donc il y a plein de choses, il y a plein de moyens qui finalement nous disent, mais voilà, maintenant il serait peut-être temps de se développer individuellement et d'arriver à trouver une harmonie en tant qu'être humain, avec soi-même et avec les autres et avec la société. Des enseignements de méditation sont présentés comme ça. Regardez, la plupart du temps, quand on vous parle des premiers pas pour vous mettre à la méditation, on ne vous parle pas d'un grand plongeon vers le monde de l'âme. On vous dit, mais si vous vous mettez à la méditation, vous allez voir, vous allez être beaucoup plus posé, beaucoup plus en paix avec vous-même. Une réflexion qui se fait, il y a des choses qui se posent dans votre vie, il y a des relations qui changent. Bref, c'est comme si on vous promettait une certaine forme de mieux-être avec la méditation. Il y en a qui disent, mais bon, c'est pas une vraie motivation. La méditation, c'est pas fait pour ça. Mais pourquoi pas? Finalement, c'est là qu'on se rend compte qu'actuellement, on est en train de donner beaucoup d'importance à ce premier stade tellement indispensable, l'art de devenir véritablement humain, avant de passer au supra-humain. Et maintenant, il y a tellement de techniques et tellement d'explications psychologiques qu'on nous explique
pourquoi on va mal, pourquoi on communique mal avec les autres, et pourquoi on se comporte comme ça, et pourquoi est-ce qu'on a des réactions, etc. Maintenant, tout est à notre disposition. C'est extraordinaire de voir maintenant, depuis 50 ans, le matériel pédagogique, le matériel thérapeutique, le matériel de livres qui nous explique un peu qu'est-ce que c'est qu'être un véritable être humain, et qu'est-ce que ça serait bien si on pouvait tous se comporter comme ça. Et c'est vrai. Le premier travail d'Hercule, que je viens de vous le raconter, il a comme objectif spirituel, et je dis bien un objectif spirituel, parce que le spirituel, ce n'est pas uniquement de contacter l'âme. Tout progrès de l'humain est dit spirituel, vu que l'esprit est partout. Donc ce premier objectif spirituel, c'est véritablement de devenir un humain à part entière. Mais nous sommes constamment handicapés par toutes sortes de vieux problèmes, toutes sortes de défauts, de miasmes émotionnels, de vieux instincts, de choses non résolues, et qui finalement sont comme l'hydre. Et l'hydre va représenter tous ces vieux instincts qui nous handicapent pour devenir véritables humains. Et cette hydre, elle est dans les marécages de notre corps émotionnel. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi une hydre ? Pourquoi pas un bon vieux dragon traditionnel avec 9 têtes qui crachent du feu? Pourquoi une hydre? Une hydre, c'est un animal intéressant, passionnant. Oh, c'est pas spectaculaire, hein. Une hydre d'eau douce, c'est un petit polype, c'est un animal qui fait maximum, tout étiré, 2 cm. Alors, ça ressemble à cela. Vous voyez, c'est comme une espèce de tube digestif, avec un pied un peu ventouse, qui lui permet de se coller, d'adhérer à des cailloux, à des parois, etc. Et au-dessus, il y a une tête avec donc des tentacules. Alors il y en a de 6 jusqu'à 10. Là, la nôtre, elle en a 9, voilà. Mais donc c'est un petit peu variable. Voilà ce que représente une hydre. Et ça fait 2 cm. Donc c'est dire que c'est pas spectaculaire. Évidemment, là quand même, dans le travail, ils l'ont grandi 100 fois. Donc 2 mètres, avec des tentacules comme ça, bon là on peut imaginer que ça peut commencer à impressionner, surtout si chaque tentacule est un petit peu venimeuse, donc il faut faire attention. Si on y regarde de plus près, on va comprendre pourquoi les anciens ont été d'une sagesse extraordinaire pour trouver cet animal. Figurez-vous que l'hydre, c'est un animal qui se reproduit constamment. De 2 manières, il y a carrément 2 systèmes de reproduction. Un système hermaphrodite, comme les escargots, donc il arrive très très bien à se reproduire lui-même. Et puis quand les conditions sont bonnes, nourriture, chaleur, etc., il arrive carrément à bourgeonner. Et donc à fabriquer une hydre à partir de lui-même. Donc il se clone lui-même. L'hydre se reproduit à l'identique constamment. Donc on pourrait dire que de cette manière-là, il survit à lui-même de toute façon, constamment. De plus, deuxième qualité intéressante, l'hydre ne peut jamais vieillir et mourir de vieillesse. En effet, une hydre régénère toutes ses cellules tous les 2 mois maximum. Donc au bout de 2 mois, n'importe quelle vieille hydre redevient une hydre tout à fait jeune, dynamique. Enfin, troisième élément, si on coupe une hydre en 2, si vous séparez la tête du corps par exemple, la tête va redonner naissance à un corps et le corps va redonner naissance à une tête. C'est-à-dire que quand vous coupez une hydre en 2, elle repousse en double. Vous avez 2 hydres. Les scientifiques ont poussé la plaisanterie un peu loin pour voir jusqu'où ça allait. Ils se sont donc amusés à couper une hydre en 200 morceaux. 1/10 de millimètre en ne laissant qu'une centaine de cellules à chaque fois. Ça a donné 200 hydres. Et donc les zoologistes sont à peu près d'accord pour dire que puisqu'elle se reproduit tout le temps, qu'elle ne meurt jamais de vieillesse et qu'on ne peut pas en couper, etc., ça ne meurt pas, ils disent que c'est le type même d'animal immortel. Le mot figure tel quel. Pour eux, c'est le type même de l'animal immortel. Sauf accident. Ah, c'est sûr que si vous retirez l'hydre de l'eau et que vous la mettez en plein soleil, ah ça c'est sûr que là, elle meurt d'un coup. Elle ne supporte pas le dessèchement du soleil et s'y est privée de son milieu. Ça... Mais si elle reste dans son milieu, aucun problème, vous ne pouvez pas en venir à bout. Vous voyez un petit peu pourquoi une hydre dans le scorpion? On ne pouvait pas rêver de meilleur animal pour symboliser le fait qu'on peut arriver à couper tout ce que l'on veut, ça ne sert à rien, de toute façon, ça repousse toujours. Et même la tête immortelle trouve son symbole là-dedans, c'est vraiment même l'animal tout entier qui est carrément immortel. Qu'est-ce que ça va symboliser par rapport au travail? Les 9 têtes vont représenter 9 défauts, 9 problématiques, que justement nous rencontrons très souvent et qui nous empêchent d'être véritablement humains. Par exemple, on dit qu'il y a 3 têtes concernant le corps physique. Mauvaise utilisation de la sexualité. Abus sur le bien-être physique, la recherche du bien-être physique, la recherche du confort personnel. Bon. Mauvaise utilisation égoïste de l'argent.
Voilà, ça, c'est les trois têtes, vous voyez, sur le plan physique. On voit bien que quand on est dans ces trois problématiques, on n'est pas véritablement encore humain. On est encore très centré sur le moi-je. Trois têtes au niveau émotionnel, les peurs, multiples et variées. Toutes les haines tenaces que nous pouvons avoir. Alors ça peut paraître un peu violent, hein, la haine, comme ça on dit, mais moi je hais personne. Non, mais qu'est-ce qu'on déteste? Donc vous voyez, détester, ne pas aimer, ne pas supporter, voilà, ça fait partie de la haine. L'ambition. L'ambition qu'on définit généralement comme étant avoir envie d'avoir un pouvoir. C'est pas forcément d'avoir être président de la République, hein, mais voilà. Mais à son propre niveau, qu'est-ce qu'on ambitionne? Quel pouvoir, même si c'est à notre échelle, quel pouvoir on ambitionne? Ce qui nécessite de passer devant les autres. Et puis sur le plan mental, on a l'orgueil, on a le séparatisme et la cruauté mentale. Voilà donc un petit panel de 9 défauts qui ne sont pas forcément représentatifs de tout, mais en tout cas qui couvrent énormément d'éléments concernant la problématique que nous rencontrons dès que nous voulons véritablement devenir un être humain digne de soi. Et c'est pour ça que les deux mots clés qui vont être utilisés dans cette technique, c'est purification et l'innocuité. Il faut qu'on arrive donc à se purifier, couper les têtes, c'est à réussir à se purifier de tous ces éléments dont on se dit mais c'est pas possible. Donc je suis comme ça, je ne suis pas véritablement un être humain. Je ne suis pas même le début d'un sage. C'est pas possible. Même chose donc par rapport à l'innocuité, dont on a parlé souvent. Être inoffensif, être véritablement dans l'innocuité, c'est aussi une des notes clés donc de ce travail. Vous noterez que cette hydre, elle ne sort qu'à la suite d'un tir d'Hercule avec des flèches enflammées. Et ça, c'est un symbole très important. Ça veut dire que pour nous, ce travail de purification ne s'entame que lorsque nous le voulons, lorsque nous tirons des flèches enflammées, c'est-à-dire lorsque véritablement nous amenons une volonté de transformation. Quand on décide que, allez, je veux me transformer, je veux aller au-delà, alors les flèches enflammées, c'est ce que je voudrais. Et à ce moment-là, oui, les défauts vont surgir. C'est très désagréable, hein. Tant que vous ne cherchez pas à vous changer, vous n'avez pas beaucoup de défauts. Ou en tout cas, comme tout le monde, c'est gentillet. Le jour où vous cherchez véritablement à changer et à y voir beaucoup plus clair et à vous rendre compte de ce que c'est véritablement qu'un être humain et de ce que ça demande et de ce que ça exige, vous vous apercevez avec horreur que les 9 têtes, c'est comme si vous les aviez toutes. Pas au même degré, mais un petit peu, et que vous vous rendez compte, mais c'est pas possible, j'ai tous les défauts de la Terre. C'est là qu'on se rend compte que finalement l'hydre surgit en nous à partir du moment où on veut véritablement commencer ce travail. Sinon, elle peut rester complètement terrée tranquillement. Voilà donc ce que va représenter ce travail. Naturellement, pourquoi une hydre? Parce que c'est immortel. Mais pourquoi cette immortalité dans ce travail? Parce que on ne peut pas combattre un défaut. On ne peut pas supprimer un défaut en le combattant directement. On ne peut absolument pas couper des têtes, ça repousse en double. Chaque fois qu'on cherche à vouloir vaincre un défaut directement, chaque fois qu'on s'attaque à un défaut, on ne fait que le renforcer. Pourquoi? Tout simplement parce que les défauts n'existent pas isolément. On ne peut pas dire ça c'est un défaut, je vais l'attaquer, et donc je le supprime, c'est fini, il n'y a plus de défaut. Non, non. Le défaut, c'est seulement la mauvaise utilisation d'une qualité. Tout fondamentalement est qualitatif. Toute vibration concerne l'ensemble dans un univers interdépendant. Tout concerne la globalité. Et toutes ces qualités, à partir du moment où on en fait un usage personnel, ça devient automatiquement un défaut. On voit donc bien que chercher à combattre le défaut, c'est comme si vous combattiez en même temps la qualité. Et c'est impossible, parce que ces qualités, elles font partie de nous. Nous n'avons que les défauts de nos qualités, des rayons qui nous composent, ou des énergies qui nous composent, astrologiques, personnelles, collectives, nationales. Nous sommes un combiné d'énergies, et c'est à nous d'utiliser ces énergies, ou bien d'une manière globale telles qu'elles sont, et ce sont que des qualités, ou bien on cherche à les utiliser personnellement, et chaque qualité devient un défaut. Mais du coup, on comprend bien qu'on ne peut pas supprimer le défaut. Pourquoi est-ce qu'on dit ça repousse en double? Mais tout simplement parce que plus vous vous attaquez à une qualité défaut, oui, je les mets ensemble, plus vous portez votre attention là-dessus, plus vous attirez cette énergie, plus vous renforcez cette énergie. Si vous la vivez en tant qu'énergie de qualité, tant mieux. Mais si vous la vivez en tant que défaut, vous la renforcez. Plus je m'occupe d'une énergie d'une manière ou d'une autre, plus je l'augmente.
Donc plus j'essaye de supprimer un défaut, plus je l'augmente. Et c'est là qu'il faut comprendre qu'on n'a pas à couper des têtes, ni pour soi, ni pour les autres. C'est là que c'est le plus tentant, hein. Tu veux un conseil? Arrête de faire ça. Fais pas comme ceci, fais comme ça. Là, tu t'y prends mal. Mais non, mais là, tu as tel défaut. Mais là, c'est fou ce qu'on a envie de couper des têtes chez les autres. Partout, hein. Les gens qui nous sont proches, ou au niveau international, on y reviendra tout tard. Mais c'est vrai que quand on voit tel président, tel système, etc. Si on avait une épée et qu'on pouvait couper des têtes, c'est fou ce qu'on aimerait le faire, en pensant que ça va résoudre le problème, en pensant qu'une fois qu'on aura coupé cette tête et ce défaut, et cette mauvaise conduite, cet égoïsme, etc., ça fera place nette. Oui, sauf qu'on aura réussi effectivement à faire repousser tout en double. Il faut se rendre compte, plus on focalise sur un défaut, plus on le renforce. D'accord. Alors, on va s'y prendre comment? Ah bah, Iolaos, le neveu. Ah, nous n'avions jamais parlé du neveu d'Hercule, Iolaos. Eh bien, Iolaos est le fils du frère jumeau d'Hercule. On ne savait pas non plus que Hercule avait un frère jumeau. Et oui, Héraclès avait un frère jumeau du nom d'Iphiclès. Pendant un certain temps, ils ont combattu ensemble, puis Iphiclès est mort, et finalement son fils, Iolaos, s'est mis au service d'Hercule, et il lui rendait beaucoup de services, puisque c'est lui qui conduisait le char d'Hercule, c'est lui qui était en quelque sorte l'intendant d'Hercule, qui s'occupait beaucoup de lui, et on dit que même à la mort d'Hercule, il va continuer de s'occuper des enfants d'Hercule. Donc il a un rôle un petit peu en retrait, mais un rôle important, ce brave Iolaos. Et comme on sait que tous les personnages sont Hercule, l'hydre, on sait très bien que c'est un travail intérieur que fait Hercule sur lui-même, sur ses propres défauts, l'hydre. Iolaos, c'est aussi une partie d'Hercule. Que va représenter Iolaos? Iolaos va représenter le mental. C'est pour ça qu'il a l'idée du feu, le feu mental. Le mental représente le feu par rapport à l'émotionnel qui est l'eau. Et donc Iolaos qui effectivement conduit le char d'Hercule, donc c'est celui qui sait où on va. C'est l'aspect mental, celui qui a une direction, celui qui a une volonté. Et donc c'est celui qui justement représente l'aspect gestionnaire, comme ça, d'Hercule. C'est son mental. Et finalement, l'idée, c'est de dire, puisqu'on ne peut pas couper les têtes uniquement comme ça, pied à pied, d'émotionnel à émotionnel, alors il faut certainement utiliser quelque chose d'autre. Il faut effectivement utiliser le mental. D'où l'idée de cautériser les plaies avec le feu. C'est l'usage du mental qui va permettre de dépasser complètement la problématique émotionnelle et la problématique des mirages. Ça donne quoi, plus concrètement? Eh bien, ce qu'on a vu surgir depuis le XXe siècle, à savoir notre capacité mentale à analyser des situations. Notre capacité mentale à percevoir combien, derrière nos comportements, derrière nos défauts, de percevoir qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Notre capacité à prendre de la hauteur, à voir un peu au-delà. Ce que n'avaient pas du tout forcément les anciens, on ne leur expliquait pas ce genre de choses. À partir de Freud, on a compris que derrière nos actes, il y avait des choses, et même beaucoup de choses inconscientes. D'où le rôle tellement important du crabe qui semble venir faire le pauvre de la figuration inutile puisqu'il se fait écraser. Mais le crabe, c'est le signe du cancer. D'ailleurs, Héra, pour le récompenser de son héroïsme vain, en fait la constellation du cancer. Cancer, ça veut dire crabe. Et la constellation du cancer, le crabe, c'est le monde de la mémoire. Dans le signe du scorpion, la mémoire joue un rôle tout à fait fondamental et prépondérant. Ce sont des mémoires qui vont remonter. Et donc ce crabe qui est là pour nous souvenir, dire « mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça ?» Oh, certainement des vieilles choses. Et voilà pourquoi en psychanalyse, on découvre qu'effectivement, derrière nos attitudes, que nous ne comprenons pas toujours, il y a des vieilles mémoires, il y a des choses qu'on a complètement oubliées, il y a des choses complètement inconscientes, peut-être même quelquefois avant même la naissance. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est comment mentalement on va essayer d'analyser, on va essayer de comprendre et de percevoir qu'est-ce qu'il y a derrière ça et pourquoi je me comporte de telle ou telle manière. Bref, la psychanalyse a été donc le premier élément, et maintenant il y a énormément de manières d'envisager les choses, mais c'est véritablement la seule manière de dépasser enfin l'émotionnel, c'est par la prise de position mentale. Comprendre de quoi il s'agit, de quoi il ressort, comprendre ce qu'il y a derrière, comprendre ce qu'il est beaucoup plus intelligent de faire, comprendre pourquoi je me comporte de telle ou telle manière. Et c'est vrai que lorsque j'arrive à toucher, tous ceux qui ont fait ce travail, quand on arrive à toucher à un moment donné pourquoi ce mirage, pourquoi cette croyance, pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire ceci ou cela, et que d'un seul coup, eureka,
une lumière se fait. Mais bien sûr, parce qu'il y a ça. On sent qu'à quel point c'est guérisseur. C'est comme si ça disparaissait d'un coup. Ça peut même aller jusqu'au sens physique. Une analyse vraiment quelquefois bien menée, c'est vraiment quelque chose qui peut avoir des effets jusqu'au monde physique. Et puis, au cas où ça n'irait pas jusqu'au corps physique, si vous vous êtes arrêté à l'analyse, que vous avez compris les choses, mais que vous sentez qu'il y a encore bien des mémoires qui sont là, alors notre époque a développé un pain béni, c'est toutes les techniques qu'on appelle de libération de toutes sortes. Maintenant, vous avez, je parlais tout à l'heure des accords Toltec, je parlais de Ho'oponopono, etc. Maintenant, vous pouvez regarder dans toutes les librairies, c'est énormément donc de livres qui traitent de libération mentale, des vieilles idées, des mémoires du passé, libération émotionnelle, plein de techniques et de thérapies de libération émotionnelle, de libération énergétique, de libération de vieilles mémoires cellulaires. Je ne vais pas que vous commencez à faire la liste, elle est absolument énorme. Quand vous commencez à regarder ça, vous découvrez que finalement maintenant, c'est une des grandes notes de notre époque. On s'attaque à vouloir libérer les vieilles mémoires sur tous les plans, mental, émotionnel, énergétique et cellulaire. C'est génial. C'est super. Parce qu'effectivement, là, on arrive complètement à réaliser tout ce qu'il faut pour qu'on devienne véritablement humain. Notez qu'il est important d'avoir les deux. C'est vrai que si vous avez compris les choses, mais que vous sentez que ça ne vous a pas fait de l'effet jusqu'au bout, alors oui, peut-être qu'il faut mettre en place telle ou telle technique de libération. À chacun de trouver la sienne et de voir. Par contre, si vous essayez de travailler une technique de libération cellulaire, émotionnelle, etc., sans avoir véritablement fait l'analyse auparavant, là, vous allez continuer d'errer dans les miasmes. Là, c'est complètement quelque chose qui n'est pas du tout efficace. C'est véritablement le mental qui guérit l'émotionnel. C'est le feu qui cautérise les plaies. Et ça peut être suivi ensuite de choses qui sont perfectionnées, développées et rendues physiques par d'autres techniques. Mais c'est vraiment la base, c'est véritablement le mental. Une technique de libération émotionnelle sans la compréhension mentale, ça ne sert à rien. Vous aurez un mieux-être momentané, mais vous replongerez exactement toujours dans les mêmes histoires. Et vous voyez, comme le crabe est là, il nous dit, mais t'as bien tout nettoyé? Souviens-toi. Et puis tu as des telles mémoires, puis quand on en supprime quelques-unes, il y en a d'autres qui surgissent. Jusqu'à ce qu'apparemment, on arrive enfin à se libérer d'un certain nombre de miasmes. Et enfin, on pourrait dire, ça y est, libéré de tout ça, j'arrive à être maintenant beaucoup plus un être humain. Je suis de plus en plus en relation juste avec les autres. J'ai appris la communication non violente, j'ai appris une certaine sérénité, une paix, à me prendre en compte moi-même pleinement sur tous mes plans, donc à prendre en compte les autres. J'ai appris une paix avec les esprits de la nature, avec tout ce qui est, et donc je ne suis plus comme ça en peur ou en crainte. J'ai appris tellement de choses que finalement, voilà, maintenant j'ai une certaine harmonie. Et on voit bien comment, même dans ce qui est proposé la plupart du temps comme développement spirituel, même à travers des méditations, vous apercevez que la plupart des méditations qui sont proposées, on vous dit, mais apprenez à être en harmonie. Apprenez à vous trouver vous-même. Apprenez à être bien vous-même et avec les autres. Apprenez déjà à être un véritable humain digne de ce nom. Alors on pourrait dire, mais ce n'est pas une vraie démarche spirituelle, mais si. Une démarche spirituelle, c'est une démarche qui consiste à remplir véritablement tous les stades par lesquels nous devons passer. Et être humain est véritablement l'un des plus importants. Et dans notre société, telle que nous la vivons actuellement, on voit combien ce stade est en train de se développer d'une manière extraordinaire. C'est vraiment important et c'est vraiment le premier degré de cette histoire d'Hercule. Comment nous devons apprendre d'abord à assumer cet état. Et c'est alors qu'il y a la tête immortelle. Quelle est cette tête immortelle? La tête immortelle, c'est elle qui va surgir une fois que tout ce travail est fait. Elle va représenter quelque chose que ce travail ne peut pas du tout assumer, à savoir le moi lui-même. L'être humain, arrivé en sommet du règne humain, il est véritablement nettoyé, mais c'est toujours moi. Moi, j'arrive à un point où je suis en harmonie avec les autres, je suis en harmonie avec la nature, je suis un être de cœur, j'ai une démarche, je fais de la méditation, je suis toujours moi. Et c'est vrai que là, toutes les thérapies ou tout le mental, rien ne peut y faire. C'est le sommet, c'est là où le règne humain va être dans son maximum. C'est un moi épuré, c'est un moi inoffensif, c'est un moi donc véritablement de qualité, mais c'est toujours un moi. Et c'est ça, finalement, donc, la tête immortelle.
ce moi qu'aucune technique humaine ne peut en venir à bout, et c'est pour ça que momentanément elle est immortelle, elle retourne à la terre cachée sous un rocher. Mais elle ne meurt pas. Quelques inondations plus tard, quelques pluies torrentielles plus tard, la remettent plus ou moins dans l'eau. Et comme c'est une partie d'hydre, eh bien de cette tête immortelle va renaître très très rapidement une nouvelle hydre entière qui se libère du rocher et qui retourne dans le marais. Nous pouvons donc raconter la deuxième version du travail d'Hercule, mais cette fois-ci, on peut la raconter véritablement comme étant la suite de ce que nous venons de voir. Autrement dit, Hercule le retour. La vengeance de l'hydre masqué. Je ne vais pas vous raconter à nouveau tout le travail, c'est à peu près identique pendant un bon bout de temps. Nous retrouvons Hercule dans le marais, nous retrouvons Hercule à chercher l'hydre, nous retrouvons Hercule en train de tirer des flèches enflammées parce que l'hydre ne veut pas sortir, et puis elle sort, et le combat s'engage, le crabe arrive, et le crabe essaye de faire chuter Hercule en le tenant aux chevilles, il écrase le crabe, tout cela est identique. Mais il n'y a pas de Iolaos, il est tout seul. Il a commencé par réflexe à couper une tête. Ben oui. Vous savez, nous on est un peu comme Hercule. Hein. On a beau le savoir qu'il ne faut pas couper des têtes. On nous l'a dit, hein, on nous l'a prévenu, on l'a entendu 100 fois, on l'a même expérimenté. On ne peut pas s'en empêcher. Et Hercule dit, ben oui, je sais qu'il ne faut pas le faire, mais ben, je l'ai fait quand même. Et donc Hercule il dit, ok, mais qu'est-ce que je fais? Non, non, ce n'est pas la solution. Il sait que là, c'est tout à fait un autre genre de combat que le premier qu'il a mené. Ce n'est pas la même hydre, parce qu'il est en face de ce qu'on va appeler le gardien du seuil. Voilà, la tête immortelle, la personnalité a donné naissance à ce qu'on appelle le gardien du seuil. On va revoir ça. Et donc ce gardien du seuil, il sait que c'est vraiment quelque chose qui l'empêche, ça garde le seuil entre le monde humain et le monde supra-humain. Ça l'empêche de passer véritablement à autre chose. Et que là encore, la violence ne servira strictement à rien. Et même que là, le feu du mental, ça ne servira à rien non plus. Donc le coup des brandons, là, comme ça, non, cette fois-ci, ça ne marche pas. Il faut aller beaucoup plus loin. Alors Hercule, voyant qu'il s'agit d'un niveau différent, réalise en lui-même ce qu'il faut faire. Il va s'agenouiller dans le marais. Et à genoux, devant l'hydre, ce qui peut paraître un aveu de faiblesse, il plonge, il saisit le pied de l'hydre, et il l'élève au plus haut. Et pour la première fois, les têtes de l'hydre percent la couche de brume, de 2 mètres à peu près qu'il y avait donc dans ce marais, et donc pour la première fois, les têtes sortent et voient le soleil. Et Hercule maintient l'hydre comme ça au plus haut. Et l'hydre, il sent que l'hydre va faiblir. Au soleil, elle se dessèche progressivement. Finalement, c'était la seule façon de tuer l'hydre, la sortir de son milieu, la sortir de l'eau, et la maintenir au soleil et la sécher. Et à un moment donné, l'hydre, d'un coup, est morte. Et c'est à ce moment-là que surgit la tête immortelle. Ah, elle n'est pas morte. Mais là, Hercule sait ce qu'il faut faire. Il prend son épée, il coupe la tête immortelle, qui se transforme en aigle, et va progressivement voler vers le soleil. Ça, c'est le petit ajout que Frédéric et moi, nous vous proposons, donc dans cette version moderne, revisitée. La tête immortelle devient un aigle. Et voilà. Le travail est fait. Que peut-on dire de cela? Premièrement, il y a une chose qui est très importante, c'est que nous-mêmes, on a l'habitude, quand on parle de cœur, quand on parle d'ensemble, quand on parle d'éther, on a l'habitude de se concevoir effectivement en conscience d'interdépendance. On conçoit bien qu'on n'est pas forcément tout seul, isolé, qu'on est en rapport avec les autres. Très bien. Mais s'il y a une chose qu'on a du mal à concevoir, c'est que nous-mêmes, nous sommes un tout temporel. Nous sommes un entier temporel. Ça, on le conçoit mal. Avec quoi? Avec les milliers de vies que nous avons derrière nous. En tant qu'âme, nous avons des milliers de vies depuis la première, la plus basse, et progressivement, à travers toutes ces vies, à travers toutes les époques et des millions d'années, nous avons progressé, nous sommes transformés, nous nous sommes régénérés. Vous voyez, si nous imaginons que les vies ne sont simplement que des années
d'une grande vie de l'être que nous sommes. C'est comme si on s'était régénéré comme l'hydre, et progressivement on a grandi, pour arriver là. Il faudrait que vous imaginiez finalement que nous ressemblons à une unité, c'est la personnalité telle que nous sommes maintenant, mais que derrière nous, derrière cette personnalité, nous tirons un énorme sac temporel. C'est toutes les vies par lesquelles nous sommes passés. Et tout ça, c'est nous. Autrement dit, la première démarche, elle consiste à dire, il faudrait purifier cette personnalité. Si tu veux passer plus haut, il va falloir la purifier. Si tu veux prendre l'ascenseur, pour passer d'un rail à un autre, si tu veux passer l'ascenseur pour le futur, eh bien, il va falloir pouvoir se purifier, te libérer. Et c'est ce qu'on a commencé. C'est pour ça qu'on a bien souligné l'importance du travail tel qu'on vient de le raconter, travail de purification et d'innocuité. Mais on a fait le maximum, mais on n'a pas pu se libérer de tout ça. C'est évident. Et on n'a pas pu se libérer non plus du moi en tant que tel. Voilà pourquoi ce qu'on appelle le gardien du seuil, c'est quelque chose qui va ressurgir. Ça veut dire que dans notre lointain passé, nous avons fait absolument tout ce qu'il est possible de faire. Toutes les violences, toutes les turpitudes, tous les vols, tout ce qu'on a pu... On a participé à des choses vraiment extrêmement sauvages et brutales, mais parce que voilà, c'était la tribu où on appartenait à ça à l'époque. Et puis nous-mêmes, nous avons subi toutes sortes de violences. Donc les traumatismes qu'on a eus, c'est pas peu dire. Donc vous voyez, c'est vrai que tout ça, c'est notre lointain passé, et tout ça, c'est en nous. Mais c'est tellement enfoui depuis tellement longtemps qu'on ne peut pas le travailler. Même si le crabe vient nous pincer, vous voyez, comme dans le premier travail, on a fait tout un travail de psychanalyse, on a peut-être réussi à faire remonter la zone la plus proche, celle qui n'était pas très loin de nous, on a pu faire remonter ça et le traiter, mais on ne peut pas tout traiter en même temps. Et finalement, cette totalité, cette globalité, c'est ce qui donne ce sens et cette puissance au moi humain qui est là. Et c'est ce moi qui lui-même ne peut pas être traité par lui-même, par ses propres moyens. Il va falloir que ce soit justement la lumière de l'âme qui transforme tout ça. Parce que tous ces défauts ne sont que des mauvaises utilisations des qualités. Et finalement, c'est simplement en allant de plus en plus dans la qualité fondamentale que va être l'âme, que tout ça va pouvoir être tiré progressivement, transformé, et qu'on va pouvoir tout éliminer. Mais seule l'énergie de l'âme peut le faire. Hercule comprend cela. Il comprend que c'est l'ensemble de la personnalité qui se trouve là qui empêche d'aller plus loin. Parce que derrière elle, elle se traîne un passé, elle se traîne tellement de choses. Et puis, elle est surtout toujours dans son moi, ça veut dire dans ses plans personnels. Alors, il s'agenouille. S'agenouiller, c'est l'humilité. Et c'est important, vous voyez, c'est toujours le langage des oiseaux, mais c'est important. Je-nous. S'agenouiller, c'est passer du je au nous. C'est la porte qui permet de passer du moi du je au nous. C'est le signe d'humilité, et ainsi, on dirait qu'il perd, mais c'est comme ça qu'il gagne. C'est en s'abaissant qu'on va s'élever. Et donc, il s'abaisse, il prend l'hydre, et il va la soulever. Et finalement, c'est pas Hercule qui supprime l'hydre. Lui, il peut pas. Il n'a pas les moyens. La personnalité n'est pas auto-nettoyante dans ses propres qualités, dans ses propres défauts, dans sa propre perspective. Donc le moi ne peut rien faire par rapport au moi. Seule la qualité de l'âme peut véritablement amener cette transformation. Voilà pourquoi c'est le soleil qui vient à bout du gardien du seuil. C'est la lumière de l'âme qui vient à bout du gardien du seuil. C'est pas Hercule lui-même. Lui s'est contenté de se mettre à genoux, de reconnaître que le moi est toujours là, que ce moi c'est ce qui encombre, que ce moi c'est ce qui vraiment empêche de passer plus loin. Et finalement, voilà, ça va passer à autre chose. Le gardien du seuil est très fort et il a deux aspects. Tous les anciens défauts, tout ce qui n'a pas été au cours des vies guéri, tout ce qui n'a pas été surmonté, tous les restes de toutes nos vies, tout ce qui est encore là, parce qu'il y a quand même des choses qu'on a résolues, mais tout ce qui nous pèse, mais dont on ne peut même pas avoir conscience, et donc on ne peut pas traiter consciemment. Et puis le gardien du seuil, c'est le sens du moi. Voilà, mon plan de vie, mon plan spirituel. Et ce sont ces deux éléments, le moi plus son passé, qu'on appelle le gardien du seuil, qui nous empêche de prendre l'ascenseur pour aller plus loin. Voilà pourquoi c'est en s'agenouillant, c'est en abandonnant, c'est en acceptant que le moi soit tout simplement dans son humilité, qu'on élève l'ensemble de la problématique au monde de l'âme. Mais lorsque la personnalité disparaît, non, c'est la tête immortelle qui surgit. Mais cette tête immortelle, maintenant, eh bien, Hercule coupe le lien qui la retient à son passé, à la personnalité vaincue, et elle devient l'aigle.
elle devient la personnalité au service de l'âme. Ça y est, on est passé dans le règne suprahumain, et le règne humain devient au service de ce règne suprahumain. L'âme domine, et elle a comme outil fondamental la personnalité. Le soleil domine et passe à travers l'aigle. On a véritablement tout ce travail donc, qui se fait. Pourquoi l'aigle, vous me direz-vous? Tout simplement parce que, vous connaissez peut-être l'aigle de Saint Jean. L'aigle est le symbole supérieur du signe du scorpion. Quand on a réussi à vaincre cela, eh bien, on devient cet aigle. Voilà pourquoi on a tout un travail très différent. On a un passage encore à autre chose. On n'est plus du tout dans le processus qui consiste à devenir véritablement un être humain. Maintenant, dans cette deuxième version, il s'agit de devenir un être suprahumain. Dans la première version, c'était encore une démarche personnelle. C'était une motivation personnelle d'amélioration. Dans la deuxième démarche, la motivation, c'est plus une démarche personnelle, c'est le service. C'est comment se mettre le plus possible au service de l'âme à travers toute cette transformation qui se fait. Quelles en sont les conséquences pour nous? Je vais vous faire un dessin parce que c'est important par rapport aux énergies scorpions. Les énergies scorpions, on dit que ce sont des énergies qui nous proposent 3 mots importants. Test, épreuve, triomphe. Ça veut dire qu'on nous propose à travers des tests d'être éprouvés et qu'on est censé sortir triomphant de cette bataille, de cette épreuve, montrant ainsi qu'on a pu avancer. Et souvent, on dit mais c'est affreux, donc le scorpion a une mauvaise réputation. Alors c'est un signe dans lequel il y a des catastrophes toute la vie tu as des catastrophes, tu es éprouvé, tu es testé, c'est une horreur. Voyons ça raisonnablement. Je vous dessine une espèce de sablier, avec un point rétréci. On va avoir que dans le haut du sablier, ce qui serait plus en rapport avec l'avenir. La partie rétrécie, c'est le présent, et la partie donc basse, qui est aussi donc large, c'est le passé. Du point de vue de la conscience, la partie du présent, c'est ce qu'on va appeler l'aspect conscience. C'est là où nous sommes véritablement conscients de ce qui se passe au présent. En dessous, nous sommes plutôt dans l'inconscient, ou plutôt dans le subconscient. Et au-dessus, on est dans ce qu'on appelle le supraconscient. Et nous sommes là. Nous sommes un individu, là, au milieu du rétrécissement. On a, vous voyez, une partie en nous qui est un petit peu vers l'avenir, une partie en nous qui est tournée vers le passé. Et ce que je vous décrivais tout à l'heure, c'est qu'on a cherché à être quelque peu en rapport avec ces deux éléments. Un être humain, c'est quelqu'un qui a quelque peu résolu une partie de son passé, que je dessine comme ceci, qui a réussi à le transmuter. Et finalement, donc, c'est aussi quelqu'un qui a réussi à percevoir quelques aspects du cœur, quelques aspects de lui. Finalement, voilà, il est comme ceci, un peu un passage entre le haut et le bas. Mais quand on reste dans cette version-là, c'est une version tout à fait personnelle, individuelle. Il est intéressant de la voir beaucoup plus collectivement. Il faut toujours se rappeler que nous sommes exceptionnellement individualisés. Et par conséquent, le monde de l'âme, c'est un monde collectif, c'est un monde global. Et ce que nous sommes, nous, c'est simplement un tout petit aspect de cet ensemble. Mais ce qu'on sait peu aussi, et pourtant ça a été mis en lumière par des psychologues, c'est que tout ce qui concerne le subconscient, tout ce qui concerne tout ce qu'on a fait de mal, tous les miasmes de l'émotionnel, mais on les a fait tous ensemble, parce qu'on n'était pas individualisés. On a tous participé à des populations, à des vécus, et c'est ensemble qu'on a traité tous ces problèmes. C'est ensemble qu'on les a nourris. C'est ensemble qu'on a développé toutes sortes de caractéristiques problématiques. Et finalement, eh bien, les nôtres ne sont simplement qu'un tout petit aspect aussi de ce grand ensemble. Autrement dit, par nous-mêmes, nous sommes une espèce d'intermédiaire entre des grands ensembles. Le supraconscient est collectif, le subconscient est collectif. À travers nous, il s'agit progressivement de transformer tout le passif de l'humanité, tout ce que nous avons vécu à des époques où nous étions encore un peu sauvages, et d'arriver à amener la lumière de l'âme là-dessus. Il faut que toute cette ombre collective arrive à être complètement transformée, transmutée par le processus de la lumière collective. Mais comment ça va se passer? Mais par chacun d'entre nous. Nous allons chacun d'entre nous être un transformateur. Ça veut dire que notre capacité à être dans l'un et dans l'autre va faire que grâce à ça, on va pouvoir amener quelque chose. Comment ça se passe? À partir du moment où je réussis à m'élever quelque peu vers le monde de l'âme, je vais m'apercevoir que les épreuves me tombent dessus. C'est là où je commence à râler.
j'ai l'impression que plus j'évolue, plus il m'arrive des tas de problèmes. Enfin, je ne sais pas s'il m'arrive des problèmes, en tout cas, plus c'est dur et plus je suis à cran, plus je coupe des têtes, plus ça m'énerve, et bref, plus ça va, moins ça va. Et donc on se dit, est-ce que vraiment il y a une évolution? Qu'est-ce qui se passe? En fait, les épreuves ne nous tombent jamais dessus. Les épreuves, c'est nous qui les provoquons. Aucune épreuve ne nous est jamais envoyée, puis on se demanderait bien par qui. C'est nous qui les enclenchons. La plupart du temps, totalement inconsciemment. Mais quel est le processus d'enclenchement de l'épreuve? Oh, c'est très simple. À partir du moment où je suis un petit peu plus lumière, à partir du moment où je monte un peu et je suis un peu plus en contact avec cette zone de lumière collective, que je vais appeler mon âme, par exemple, je suis un peu plus dans la lumière, un peu plus dans l'amour, eh bien, c'est là où quelque chose se passe. C'est comme si, je dis bien comme si, on nous disait, alors, tu es un peu plus amour maintenant, tu es un peu plus lumière. Modestement, oui, il me semble un peu plus. Très bien. Donc maintenant, tu es à même de traiter un peu plus des vieilles choses du passé, que tu ne peux pas traiter tant que tu restes dans la personnalité. Oui, peut-être. Eh bien, on va voir. Qu'est-ce qu'une épreuve? Rien d'autre que faire la preuve de notre lumière, de notre petite dose de lumière ou de petite dose d'amour. L'épreuve, c'est simplement faire la preuve. Autrement dit, chaque fois que nous gagnons un peu en lumière, nous gagnons en amour, nous gagnons en qualité, c'est comme si automatiquement on va faire remonter de notre vieux passé dont on n'a aucune conscience, on va faire remonter des vieilles choses et qui vont se confronter à nous parce qu'elles sont là pour être traitées. Au fur et à mesure qu'on est lumière, oui, cette lumière, elle n'est pas là pour... Je suis de plus en plus dans la lumière, je suis de plus en plus dans l'amour et du coup ma vie est un paradis. Non, non. Tu es un peu plus dans la lumière? Ok, profites-en pour traiter un peu ce côté ombre. Tu es un peu plus dans l'amour? Ok, bah profites-en parce que dans le passé, traite donc ça, transforme ça. Autrement dit, c'est un appel. Plus on est dans la lumière et plus on est dans l'amour, plus ça fait remonter d'un lointain passé collectif des choses que nous sommes à même de traiter. Ça veut dire que aucune ombre, aucun aspect ancien ne nous vient si nous-mêmes nous ne le proposons pas à la lumière. Mais on va dire, oui, mais et si je ne suis pas capable de traiter parce que c'est trop dur pour moi, c'est une épreuve beaucoup trop dure, mais jamais aucune épreuve trop dure ne peut venir, parce que la part d'ombre est absolument proportionnelle à la part de lumière que j'ai pu développer, strictement proportionnelle. Donc, si j'attire quelque chose, ça veut dire que je peux en venir à bout. C'est une épreuve, mais c'est une preuve de lumière, c'est une preuve d'amour. Bon, ben, alors ainsi, je traite un peu tous mes vieux problèmes. Ah ouais, on pourrait dire ça comme ça, je traite tous mes vieux problèmes. Mais comme c'est collectif, c'est comme si finalement j'attire en même temps tout ce qui appartient à tout le monde. Ce n'est pas une histoire personnelle. Et ainsi, en tant qu'être humain, plus je suis dans la lumière collective, plus je contribue à traiter l'ensemble des problèmes collectifs. Et à un moment donné, le fait de pouvoir arriver à remonter ça dans la lumière, ça va faire que j'arrive à être tellement dans cette lumière que je vais pouvoir peut-être traiter d'une manière importante tout d'un coup. C'est exactement ce qui va arriver à Hercule dans les écuries d'Augias. Le scorpion n'est qu'un entraînement aux écuries d'Augias. C'est un entraînement individuel de transformation de l'ombre en lumière, parce que nous vivons la lumière. Mais Hercule, au 11e travail que nous avons vu, donc en deuxième nous, au 11e travail, quand il est capable de faire passer, parce qu'il est totalement devenu un maître de sagesse, capable de faire passer la lumière et l'amour à travers lui, alors il résout absolument toutes les écuries d'Augias collectives. C'est même plus son problème individuel. Autrement dit, ce qu'on apprend dans le scorpion, modestement, petit à petit, bribe par bribe, c'est ce que plus tard on saura faire d'une manière grandiose à travers les écuries d'Augias. C'est l'épisode 1 des écuries d'Augias. Alors on pourrait dire, oui, mais Hercule, lui, il soulève tout, puis tout est réglé. Ah oui, pas nous. Pas nous. Nous, en plus, mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez régler. Là encore, Hercule a dû tirer des flèches enflammées pour faire sortir l'hydre. Vous, si vous voulez une vie tranquille, ne tirez pas de flèches enflammées. Et souvent, c'est ce qui est reproché. On reproche souvent ce que le Tibétain appelle l'inertie du disciple moyen. Ça veut dire que quelqu'un qui mène une vie spirituelle,
il fait de la méditation, il prie, il fait le bien autour de lui, il fait tout ce qu'il faut, tout ce qui est écrit dans le manuel, tout est là, tout est bien. Vraiment, il fait bien les choses. Il fait la charité, il donne des sous, il a des bonnes relations. Voilà, voilà. C'est bien, quoi. Et bah, il s'en contente. Bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Engage-toi, prends l'ascenseur et ne reste pas quelqu'un qui est là entre les deux mondes. Donne-toi à ce monde. Ah oui, mais bon, je n'ai pas que ça à faire non plus. J'ai un quotidien, les enfants, les petits-enfants, tout ça, j'ai ma vie, tu comprends. Je suis bien gentil, mais après, on n'est plus dans la société. Après, on est un peu bizarre, on est regardé comme ça. Donc, comme tu veux, c'est toi qui règles, c'est toi qui décides. Mais le prochain pas, c'est tu lâches tout, tu t'agenouilles, tu es lèvres libres et tu te donnes à cela. Mais on a peur. On a encore des peurs, on a encore des trouilles. On y va par parcimonie. Puis c'est vrai que ça y est, la lumière. Ah ben ça te tombe bien, tu vas pouvoir traiter ça. Oh non, laisse-moi profiter de la lumière. Ben non, qui dit lumière dit que tu profites de la... Alors, on essaye de traiter. Ceci dit, on ne peut quand même pas s'empêcher d'avoir des dérapages. Combien de fois on a des épreuves dans notre vie? Qu'est-ce que c'est que la première chose qu'on fait? On tire l'épée, là, on coupe la tête. Quelqu'un nous embête? Ben, c'est une épreuve. Oh, mais tu vois, il ne va pas m'embêter longtemps. Là. Flouf, là. Et puis, ouais, bref, toutes les situations auxquelles on est confronté, avant de réaliser que c'est une épreuve qu'on vient d'attirer parce qu'on est un petit peu plus dans la lumière et qu'on doit donc traiter par la lumière, qu'on doit donc traiter par l'amour et non pas par le combat, on a déjà coupé une de trois têtes. Bon, mais c'est jamais trop tard. Il faut réussir à se reprendre et à travailler ça de cette manière-là. Oui, donc c'est intéressant comme finalement, les épreuves, ce n'est rien d'autre que, pour nous, faire la preuve que nous avançons en lumière et en amour. Avoir des épreuves dans la vie, c'est du pain béni. Ça montre qu'on avance. Mais si quelque chose vous arrive, vous dites, mais je crois que je vais avoir du mal à le supporter. Mais non, non, vous pouvez le faire. Pas de problème. Vous avez toute la lumière et l'amour pour le faire. C'est intéressant de voir ça, oui, d'une manière beaucoup plus globale. À travers deux mots qui sont deux mots fondamentaux aussi dans le Scorpion, on dit que le Scorpion, c'est une récapitulation, oui, de toutes sortes de choses, de vieilles mémoires. On récapitule plein de choses, et à partir de là, c'est une réorientation. Donc récapitulation et réorientation sont deux mots-clés par rapport à cette énergie. Est-ce que c'est pas ce qu'on vivrait actuellement dans le monde? Regardez comme finalement le monde actuellement, je vous disais que dans notre société, elle est vraiment plein pot engagée dans un travail psychologique pour apprendre à être dans des relations plus justes, à être mieux, à être plus dans le bonheur, dans l'harmonie, etc. On est engagé là-dedans. Mais aussi on est engagé de plus en plus dans l'écologie, dans le respect, dans des valeurs de partage, dans des valeurs d'humanisme, dans des valeurs de respect de la nature, de respect des autres. On est vraiment de plus en plus engagé dans ces valeurs de cœur. Et puis dans cette société, il y a de plus en plus de gens qui travaillent sur la lumière. Nous sommes de plus en plus engagés dans la lumière et dans l'amour. On attire de plus en plus ces qualités. Et on ne peut pas fragmenter, encore une fois, l'humanité en tronçons. Ceux qui travaillent dans la lumière, ceux qui n'y sont pas, etc. L'humanité est une, c'est un corps, c'est un être. Et ceux qui amènent un petit peu plus de lumière, ça a forcément des retentissements sur tous les autres, même si c'est inconscient. Tout ce que fait l'humanité dans ses différentes branches a des retentissements sur tout. Or, en ce moment, on a un peu l'impression qu'on régresse depuis quelques temps, depuis quelques années. Je vous en parlais déjà la fois dernière. On a l'impression, regardez, comme la Turquie, qui était une démocratie, est en pleine régression. Les États-Unis semblent être en pleine régression. Comment le Moyen-Orient est en pleine régression. On a l'impression que finalement, partout on commençait à avoir un peu de liberté. Comment partout on commençait à avoir une détente. On commençait à avoir des bonnes relations internationales. Partout on commençait à avoir une prise de conscience de nature. On a l'impression que d'un seul coup, mais tout ça est en train de se crisper, tout ça, chacun est en train de redevenir égoïste, centré sur lui, centré sur le pouvoir, centré sur le désir, etc. Est-ce qu'on ne serait pas en train de faire une récapitulation du passé? Est-ce qu'on ne serait pas en train d'assister à des remontées d'un passé humain? Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'une partie de l'humanité, de moins en moins négligeable, on va dire de plus en plus nombreuse, fait un travail de lumière. Nous sommes de plus en plus nombreux à faire un travail de cœur, un travail sur les qualités, un travail sur les idéaux, qu'on le fasse à travers une démarche spirituelle ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance. On est de plus en plus en train d'être ouvert à ces valeurs-là. Et cette ouverture à ces valeurs-là descend sur nous de plus en plus et nous dit « Ah bah c'est bien,
Vous allez pouvoir faire la preuve que vous allez pouvoir traiter ensemble les vieux trucs de l'humanité. Et voilà pourquoi peut-être en ce moment nous avons autant de remontées des bas-fonds. Parce que justement, on nous dit, vous êtes de plus en plus dans la lumière, vous êtes de plus en plus capable de le faire, à vous de le traiter. Ça veut dire que nous qui travaillons dans la lumière, nous qui travaillons dans le cœur, nous avons justement des responsabilités toutes particulières par rapport à ça. Et regardez comme on sort l'épée quand on voit les informations. Face à telle situation, je ne détaille pas, combien on aurait envie de sortir l'épée pour couper des têtes de gens, de situations, etc. C'est certainement pas comme ça qu'on nous demande. Si nous faisons un travail sur la lumière, ça veut dire que tous ceux qui font ce travail, on leur demande de faire la preuve de la lumière pour régler les problèmes du monde qui ont tendance à remonter. Tout ce qui est en train de remonter des bas-fonds, tout ça, on nous demande justement de faire preuve de cœur, de compréhension, de tolérance, d'ouverture, de lumière, d'amour, et surtout pas de couper les têtes. C'est de cette manière-là que nous sommes tous maintenant mis en évidence. Vous avez vu que pour l'année prochaine, on va essayer de détailler justement tous les défis de l'humanité à travers tous ces problèmes tels qu'ils sont posés maintenant. Et il sera intéressant de les voir sous cet aspect-là. Comment ce qui semble être une régression, comme parfois ce qui semble être une régression dans notre vie individuelle, ne sont simplement que des choses qui remontent parce que nous les faisons remonter par un peu plus de lumière et un peu plus de cœur. C'est une chance. Je vous propose de méditer là-dessus.